Podcast. Ah oui, quand je mets mon téléphone près de... ça fait du bruit dans le casque. L'électronique. L'électronique, c'est horrible. La technologie est menteuse. Elle est fille de Satan. Fin de l'épisode. C'est bien, il a rien perdu pendant les vacances. C'est bien. Rien du tout. Je suis on fire, mec. Tu peux pas imaginer. Genre, je profite du coup de rien du tout parce que je le fais toujours tout le temps. Il y a quelques livres en fait dans lesquels je picore régulièrement. La Bible. La Bible, exactement. J'avais commencé par la Bible. Il y a aussi les proverbes de La Bruyère, il y a les pensées de Pascal, des trucs comme ça. Et où je suis pas assez motivé pour m'engager dans une lecture approfondie et pérenne, donc je picore. Et j'ai commencé à lire le livre de la sagesse dans la Bible. Oui. Qui est très court en fait. Et ça commence par... Celui qui tient des discours impies ne saurait rester caché, et la justice vengeresse ne l'oublie pas. Les impies appellent la mort du geste et de la voix, et la regardant comme une amie, ils se passionnent pour elle, ils font alliance avec elle, et ils sont dignes en effet de lui appartenir. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sagesse dans les proverbes de la vie commune, parce que on dit souvent que la crainte est le commencement de la sagesse. Bah, effectivement, le livre de la sagesse commence par la crainte. Donc voilà, ça m'a évoqué cette réflexion. Tu vas pas comprendre le rapport, mais il y en a un. J'avais envie, puis finalement je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée, d'écrire ma newsletter de rentrée là lentement de faire le parallèle entre le film Barbie. Est-ce que ça disait du changement de la place des femmes et peut-être d'un nouveau courant féministe, enfin j'en sais rien. Mais quelque part dire très clairement que les femmes peuvent tout faire, c'est quand même bien. Et puis ce que Donald Trump et Elon Musk montrent de la redéfinition du mot homme dans notre société contemporaine, et où que dans leur genre, Donald Trump et Elon Musk montrent aussi que l'homme peut tout faire. Même quand t'es à ce point stupide, tu peux devenir président des États-Unis ou homme le plus riche de la planète, parce que l'argent n'existe pas. et je me suis dit que finalement c'était une mauvaise idée parce que ce serait très mal interprété. C'est une ligne de crête. Mais il y a... Ça me faisait penser à ça, ton extrait du livre de la sagesse. Oui. C'est intéressant, appelle la mort du geste de la voix, ils sont dignes de lui appartenir. C'est assez beau comme... bon, évidemment, un peu frappant et glaçant, mais... Elon Musk. Ouais. La regardant comme une amie, ils se passionnent pour elle, ils font alliance avec elle. C'est pas mal. Bref, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit mort, naturellement, effectivement. Tu as tout à fait raison d'assimiler les deux. Avant de dire regarder, ouais. Le podcast est maintenant publié sur Zinzolin directement sur le blog, et non plus sur son propre site. Parce que mince, j'en avais marre de gérer 2 sites différents. Ce qui veut aussi dire que ce podcast est maintenant hébergé chez Acast, et non plus sur mon propre serveur, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité à des gens. Désabonnez-vous. C'est le plus simple. Hashtag on s'en bat les couilles. Non, pas complètement quand même, mais tellement pas complètement que je voulais encore remercier les auditeurs et les auditrices qu'on a croisés cet été. Et on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'était bien. Voilà. Regardez. Écoute, qu'est-ce qu'on a regardé ? On a regardé beaucoup de choses. On a regardé Spider-Man Across the Spider-Verse. Non, tu as regardé Spider-Man Across the Spider-Verse. Non, mais je dis on parce qu'il y avait de rien dans la pièce. Non, alors je vais faire assez court parce que j'ai écrit 3 tonnes de notes là-dessus. Je vais pas tout dire, je te rassure. Parce que j'ai plus à dire sur Oppenheimer, je crois. Mais non, c'était visuellement absolument rien à dire. Enfin, que du bon. C'est encore mieux que le premier qui était déjà magnifique. L'animation est vraiment au service des dialogues. Les dialogues sont au service de l'animation enfin, tout marche bien, quoi, ensemble. Et c'est chouette de voir des super-héros pour lesquels tu peux t'enthousiasmer sans que ça force le trait.
sans mauvais jeu de mots, parce que genre Marvel, tu vois, c'est quand même genre regardez, je suis cool, et il y a beaucoup d'exposition du fait que ces personnes sont cool. Et là, c'est très vite campé en quelques secondes, et bon, c'est bien. Une des interrogations que j'avais, évidemment, parce qu'il faut que j'en ai, c'était sur le héros adolescent qui est un peu... j'imagine que c'est un peu ça depuis Harry Potter, c'est un peu démocratisé depuis Harry Potter et tout, mais là, c'est un peu la même leçon, quoi. Il faut suivre son cœur, donc plus littéralement, ça veut dire suivre son imagination, quoi. Et c'est pour moi la recette idéale pour succomber à quelque chose de plus fort que toi. Il suffirait... Enfin, le critère final est toujours la force, quoi. C'est maman, je suis plus fort à présent, tu vois, il dit ça à un moment vers la fin. Est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur pour autant, tu vois? La force est... Enfin, je crois profondément qu'il y a quelque chose au-dessus de la force, qui est l'obéissance amoureuse. Et c'est pas très bien illustré dans ce genre de film. Surtout dans les films de super-héros où les adolescents ont beaucoup de force, justement, physique, beaucoup de questions existentielles, mais qui sont résolues en général que par la force et l'agilité. Les adolescents de films de super-héros, ce sont souvent des adultes qui pensent comme des enfants. Oh, des gens forts physiquement comme des adultes, mais faibles mentalement comme des enfants. Et donc ce ne sont pas des adolescents. C'est extrêmement bien dit. Ouais, bah c'est... Voilà. Pour moi, le meilleur film d'adolescence, c'est Twilight, le numéro 1. Je pense que c'est le meilleur film sur l'adolescence parce que c'est des gens gênés qui savent pas où se mettre, qui sont hyper gênants et gênés tout le temps. C'est exactement ça, l'adolescence. Ah, le film est gênant. Le film lui-même est gênant. Oui, il y a un côté... oui, quand tu le regardes, il y a la gênance adolescente. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je dis gênance, pas gêne, parce que c'est vraiment de la gênance. Oui. Est-ce que tu veux que je poursuive ou est-ce que tu veux poursuivre? Non, poursuis. Eh bien, j'ai vu Barbie aussi. J'ai quitté la salle un peu en colère. Et... parce que je me disais oh là là mais c'est quand même du féminisme et 2 jours après j'étais tout à fait réconcilié avec le film, donc comme quoi c'était juste un espèce de trigger bizarre, pas très vivace d'ailleurs au demeurant, mais non, j'ai beaucoup aimé la première partie qui était drôle et un peu ironique et tout ça. Beaucoup moins la deuxième partie qui était beaucoup plus lente, beaucoup plus mal conçue et mal agencée. Les morceaux s'abriquaient pas très bien entre eux. Et j'ai pas trop aimé non plus le fait que, encore une fois, on nous serve sur un plateau la grille bingo des choses marketing qui fonctionnent. Et donc il y a la blague sur ci, il y a la blague sur ça, il y a le truc drôle comme ça, il y a le truc... Et à chaque fois, c'est toujours la même recette. Et c'est... Je dis pas que ça marche pas, c'est juste que, je sais pas, ça serait bien que, tu vois, même McDo, il y a des recettes différentes dans les pays, tu vois. Donc, bon, voilà. J'avais pas l'intention d'aller voir Barbie, mais quand on a enregistré pour la première fois cet épisode avec un sujet complètement différent il y a un mois, tu avais déjà vu Barbie, me semble-t-il. C'est possible, ouais. Et tu m'as vaguement convaincu d'aller le voir. Comme toi, j'ai trouvé la première partie plus intéressante que la deuxième. La deuxième est vraiment très lente et très longue, alors que le film lui-même n'est pas très long. J'ai écrit en sortant du film que ce film était trop conscient de lui-même pour être véritablement drôle. Et je suis resté sur cette impression-là. Je crois que c'est Alexandre qui nous écoute qui disait ça, que les films Lego dans le genre avait été mieux foutu, et je crois que c'est vrai. Ah oui. Alors il y a une partie de ça qui tient dans le fait que je suis probablement plus la cible de Lego que de Barbie, c'est-à-dire je suis pas une fille des pays qui sont plus en développement, dans lesquels on envoyait avant les déchets de Mattel, où maintenant on envoie des poupées neuves. Je suis pas ça. Par contre, oui, je suis le trentenaire qui, quand il était gamin, pouvait pas s'offrir des Lego, et maintenant, s'il avait envie, pourrait s'en offrir. Mais je crois aussi fondamentalement que les films Lego sont... Ils osent beaucoup plus jouer avec ce que c'est que Lego que... Enfin, Mattel est vraiment consciente d'elle-même, et tu parlais de ligne de crête. Ouais. Faut quand même pas toucher aux fondamentaux du capitalisme, quoi, dans Barbie. Et surtout, j'ai été... Et je suis surpris que ce soit pas un truc qui t'ait fait tiquer. J'ai trouvé ce film incroyablement hétéronormé. Voire un tantinet homophobe. Bah non, il y a du rose. Précisément. C'est-à-dire qu'il y a un seul mec dans tout le film qui aime le rose.
Et c'est celui qui est tourné en dérision en permanence, quoi. Oui, et on sait jamais s'il est vraiment gay ou pas. En plus. Tout à fait. Donc le message est bien, même si bon le féminisme édulcoré du financier le plus violent, ça me passe un peu au-dessus, quoi. J'ai lu des articles dans la presse de gauche sur la radicalité de Barbie. Enfin, non, c'est une radicalité de droite, la radicalité de Barbie. Faut arrêter les conneries, quoi. À la fin, c'est un film fait pour vendre des poupées, quoi. Il y a des blagues drôles, et je suis pas sûr que ce soit le chef-d'œuvre de féminisme qu'une certaine presse nous vend. Non, je crois que c'est un film très protestant. Même si il y a des phrases, il y a des filles dans des pays qui doivent entendre ces phrases-là, et le fait qu'il a été interdit dans certains Émirats, qu'il a été interdit au Pakistan, enfin, c'est pas inintéressant. Doit-on aborder le sujet Oppenheimer? Parce qu'il n'y a rien à dire sur Asteroid City. C'est un Wes Anderson, c'est un film parfait, il faut aller le voir. Point. Oui, j'entends et je ne l'ai pas vu au cinéma, c'est pas bien et je le verrai. C'est pour ça que tu es une mauvaise personne au fond. Je suis une mauvaise personne. Et pour ça, voilà. Mais Oppenheimer, écoute, le premier mérite que je trouve à ce film, c'est que tu peux chanter Oppenheimer sur Womanizer de Britney Spears. Oppenheimer, Oppenheimer. Donc, voilà. Donc déjà, je trouve que c'est une grande qualité. À côté de ça, j'aimerais bien avoir des avis de gens qui connaissent le cinéma un peu parce que moi j'ai pas de très bonnes connaissances là-dessus et aussi je pense que c'est très dur de réfléchir au cinéma. Je rejoins un peu Kafka là-dessus qui disait qu'il y avait trop d'images par seconde pour que le cerveau puisse faire quoi que ce soit. Je suis un peu comme ça. Mais mon avis c'est que le film se regarde très bien, qu'il s'écoute beaucoup moins bien. Parce que la musique et la bande-son en général sont extrêmement pas du tout subtiles. Et que, en fait, ça m'a évoqué une réflexion et je crois que j'ai raison là-dessus. Et je vais te la donner maintenant. Cadeau. Tu te souviens dans Seigneur des Anneaux, dans les films de Peter Jackson, je crois que c'est le premier, il y a Galadriel qui est tentée par l'anneau et qui devient une espèce de et puis genre, je deviendrai comme ça. Blablabla. Dans le livre, elle se transforme pas. Dans le livre, tout se joue sur ce qu'elle dit, sur les mots, quoi. Mais Peter Jackson, il n'a pas eu assez confiance dans les mots. Il s'est dit que les effets spéciaux, un peu spécieux, si tu me permets le jeu de mots, devraient suppléer aux phrases écrites par Tolkien. Un peu comme une béquille, quoi. Peter Jackson est un cinéaste qui utilise son média, oui. Peter Jackson est un beauf. Et c'est dommage parce que ni Galadriel, ni l'imagination du spectateur n'ont besoin de ces effets spéciaux pour voir la lutte qui se déroule. Parce qu'un bon cinéaste, un bon metteur en scène aurait compris ça. Surtout avec une actrice comme Cate Blanchett. Ouais, mais est-ce que c'est pas la faiblesse du cinéma de manière générale? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a... C'est-à-dire qu'avec le livre, tu te fais le film dans ta tête. Miracle de la lecture. Surtout que ce passage-là, je l'avais pas trop... je l'ai relu après et j'ai trouvé plus puissant dans le livre, effectivement. Ouais, mais... Il y a un stimulant, si tu veux, exogène dans le film qui pourrait ne pas être là. Et il y a un recours... Oui, mais quelque part, si, quelque part, il a besoin d'être là, parce que les mêmes mots lus par toi en te faisant le cinéma dans la tête, ou projetés devant toi, marchent pas pareil. Les mêmes, ces mots-là, en fait, les mêmes exactement, ils ont moins de puissance, ils perdent en force quand ils sont prononcés à l'écran, parce que tu peux pas te faire le film dans la tête. Le film est fait devant toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut en rajouter une couche. Je crois que je vois ce que tu veux dire, mais je suis en désaccord pour une autre raison, qui est que à tous les autres moments où on voit la puissance de l'anneau, notamment relative au personnage masculin, il n'y a aucun effet visible de la tentation de l'anneau sur eux. Galadriel, c'est le seul personnage qui se transfigure comme ça, sans même toucher à l'anneau, tu vois, et genre, je deviendrai là. Et il y a une forme d'insistance trop lourde, je pense, et qui n'est pas esthétiquement même, et même d'un ordre philosophique, je pense que c'est un contresens. Je saurais te l'expliquer, mais avançons. Mais en fait, c'est le même problème que je retrouve dans le théâtre de Michalik, par exemple. Et dans les films récents de Nolan, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de souligner tout ce qui se passe à l'écran en disant regarde, là il y a de la tension, et regarde, là c'est émouvant, et là il faut ressentir quelque chose. C'est le grand problème que j'ai avec Nolan. Ouais, avec Terrence Malick dans un autre genre.
Ah tiens, bah j'ai jamais vu Terrence Malick, donc ça, je savais pas. Ok. Et je pense que dans le cas d'un biopic, ça pose problème. Parce que déjà, le film, que t'as moyen qui est assez exclusif, hein, on voit que ce qu'il y a forcément dans la caméra, Ouais. quoi. Et sur une biographie, du coup, tous les choix qui sont d'ordre, pardon d'utiliser le mot, mais de la vanité, parce que c'est ça au final, hein, on a peur d'être mal compris, du coup, on utilise, voilà. Ça force le spectateur à sortir du fond du propos, et ça reste dans l'émotion superficielle, en permanence. Et on t'y maintient comme ça. Mhm. Et je crois que c'est dommage parce que ni Oppenheimer, ni le spectateur, ni Nolan n'ont besoin de cet artifice-là, en fait. Je crois que depuis Inception... Je crois que Nolan en a besoin. Mais je crois que non, parce que dans le Prestige, par exemple, excuse-moi, dans le Prestige, tu vois, ou ces anciens films... Oui, mais tu parles de films qui ont 20 ans, Arnaud. Ouais, c'est vrai que ça... Oh mon Dieu, ça a 20 ans déjà. Mais maintenant, il a le fric, enfin, il a les moyens de ses ambitions, et ses ambitions démesurées, et le type se regarde faire des films, quoi. Et c'est passionnant, quelque part, mais esthétiquement, j'arrive pas, quoi. Même les Batman, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Ils sont chiants d'être beaux, quoi. Ouais, mais il y a... C'est peut-être les nouveaux keynotes d'Apple aussi, un petit peu. Mais oui, non, mais il y C'est ça le a... problème. C'est trop. Ouais, trop. Exactement. C'est intéressant parce que ce film, j'avais pas vu la bande-annonce avant d'aller voir Asteroid City. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais la bande-annonce a été projetée 2 fois. Mm. À la première bande-annonce, je dis pourquoi pas. Je vais lui donner une chance. À la deuxième bande-annonce, j'avais presque envie de sortir du ciné sans regarder Wes Anderson. Et à la fin du Wes Anderson, j'étais convaincu de pas aller voir Oppenheimer. Parce que Wes Anderson se regarde faire des films. Wes Anderson sait que c'est un objet culturel qui dépasse ses propres films. Bien sûr. Il n'y a rien de plus identifiable qu'un film de Wes Anderson. Et il en joue. Il en joue énormément. Mais ce qui devient drôle, du coup, c'est l'écart à la norme, maintenant, dans les films de Wes Anderson. Et où tu peux les regarder 3 ou 4 fois, de 3 ou 4 manières différentes. J'ai presque été tenté à la fin d'Asteroid City de tout de suite reprendre un billet pour aller revoir Asteroid City. Parce que ça marche comme ça. Je suis pas sûr que ça marcherait aussi bien avec Oppenheimer. Et puis, quelques jours plus tard, je me suis dit qu'il y avait une autre... Et donc, quelque part, mon refus de voir Oppenheimer est un refus esthétique. C'est trop beau, il n'y a pas d'écart à la norme, c'est du Nolan de A à Z, et donc c'est chiant. Même la bande-annonce, quoi, est chiante. Et puis, quelques jours plus tard, en me réveillant, m'est venue une deuxième raison de ne pas aller voir Oppenheimer, c'est que c'est un film à la gloire d'un génocidaire. On fait un film sur le plus grand crime commis contre l'humanité, sans le moindre regard critique sur la chose, sans le point de vue des Japonais, accessoirement. Je trouve ça... Je suis pas sûr qu'on puisse faire un biopic d'Oppenheimer en s'arrêtant en s'arrêtant aux États-Unis, quoi. Je suis pas certain. C'est très états-unien, ça c'est clair. Ouais. Alors que d'autres concepteurs de bombes atomiques, notamment le russe dont j'oublie toujours le nom, sont devenus par... Chekhov, Dostoïevski. Un nom dans le genre. Sont des gens qui sont devenus parmi les plus grands défenseurs de la dénucléarisation, tu vois. Et donc il y aurait des trucs intéressants à faire autour d'eux. Oppenheimer, moins. Donc du coup, j'ai 2 raisons pour pas être allé le voir. Une raison esthétique et une raison, j'ai pas envie de dire éthique, mais le sujet lui-même, quoi. C'est à la forme et le fond. Oui, au final, c'est ça. Ce qui m'a un peu fasciné là-dedans, c'est une des réflexions qui m'a traversé pendant ce long film, c'est le fait que comment la religion influence les actions des gens. Je veux dire, dans le monde scientifique, on sait qu'il y a beaucoup de religieux de tous les horizons. De croyants, disons. De croyants. Et c'est plus exact. Et là, je sais pas, il y a le téléphone. Là, je sais pas, il y a j'ai eu la certitude quasi absolue qu'il pouvait pas y avoir que aucun chrétien n'aurait pu inventer ce genre de choses. Et que on parle, enfin, il y a des références au fait que Oppenheimer connaissait tout ce qui était le sanskrit, ça s'intéressait aussi via le New Age, j'imagine, qui était très
beaucoup dans le courant à l'époque, je suppose. Il y avait toute cette espèce d'intérêt un peu ésotérique, varié, quoi. Et notamment dans le sanskrit, il disait dans le sanskrit, il disait tout ce qui était, j'ai oublié le nom, c'est le bras de quelque chose, avec les différents yogas, tu sais, avec en gros l'anéantissement de soi pour arriver jusqu'à l'illumination. La matière est une illusion qui limite un obstacle gênant en fait. Si tu as ces idées-là et que, c'est assez logique d'arriver à ce genre d'invention en fait. Ouais. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est que par extension, on peut pas trop s'étonner aujourd'hui d'avoir une technologie qui cherche à annuler le réel. Parce que, c'est aussi ça le nirvana, je veux dire, j'imagine, dans l'esprit inconscient peut-être, ou conscient, je sais pas d'ailleurs, commun de la Silicon Valley. C'est que, le New Age a saturé les mecs de la Silicon Valley, quoi, et d'un orientalisme bon marché, et ça donne ce qu'on a, quoi. Ouais, Je sais pas. Non, mais ouais, orientalisme est le bon mot. Parce que New Age s'appliquerait pas dans le cas d'Oppenheimer. Historiquement. Orientalisme marcherait mieux. Et oui, t'es 20 ans trop tôt. Voire 40. Selon quel New Age. Non, mais oui, ça peut s'appliquer à la Californie d'aujourd'hui, quoi, mais la Californie tout court, d'ailleurs. Oui, orientalisme bon marché, c'est pas mal. Oui, une espèce de succédané d'hindouisme et de bouddhisme, qui au final sont ni hindou ni bouddhiste. Oui, bien entendu. Ouais. Mais comme, tu disais tout à l'heure, aucun chrétien aurait pu concevoir ça. Si, le chrétien moderne qui n'a pas lu la Bible. Aucun problème, si tu veux. Comme les mots n'ont qu'un sens, aucun problème. Certes, vu comme ça, effectivement, oui. Ils sont en forme, c'est la rentrée. Écoutez. Écoute, j'étais très content que Carly Rae Jepsen sorte The Loveliest Time. Carly Rae Jepsen fait souvent des phases B de ses albums. Donc elle a sorti de Loneliest Time l'an dernier. Donc là c'est les phases B de cet album-là. Ça va dans tous les sens. Il y a du très très bon, il y a du très bof. Mais quand ça tombe juste, c'est vraiment de la très grande pop. Je pense notamment au morceau Collage que j'aime beaucoup. Donc c'est très bien. Je pense qu'il faut l'écouter. J'aime beaucoup l'idée. On est allé, toi et moi, voir en concert au New Morning, Julian Lage, parce qu'un auditeur de ce podcast, Alexandre pour le nommer, t'a kidnappé. Et donc on t'a forcé à écouter du jazz 2 soirs de suite. Donc Julian Lage d'abord, et puis ensuite Mark Juliana le lendemain. Lage qui est un fantastique guitariste, peut-être l'un des tout meilleurs guitaristes de jazz un peu branché. De cette génération. Son dernier album, c'est pas la phase B de l'album précédent, mais c'est il était rentré en studio avec je sais plus, quelque chose comme 16 morceaux, quoi. Blue Note lui a dit non mais ça va pas, non. Et donc il a fait 2 albums, quoi. Il a trié les morceaux. Il y a un album un peu plus jazzy conventionnellement, on va dire, et puis un album un peu plus americana. Et puis là, le précédent album dont on a eu d'ailleurs un aperçu étant encore plus americana. J'aime bien l'idée qu'on puisse faire comme ça des diptyques. Ouais. Ça marche pas mal, je trouve. Ouais, c'est vraiment bien. Et parfois ça marche pas, et le fait que ça marche pas montre quelque part, met l'album sur un piédestal, quoi. Et donc peu importe que ça marche ou que ça marche pas, quelque part ça dit quelque chose de la musique. Je trouve ça sympa. Ça l'est. Et ces 2 concerts étaient très très sympas. Oui, c'était bien. Ouais. Il y a, je mettrai un lien dans la description du podcast. Deuxième soir, j'étais assis à côté d'un type qui a filmé tout le concert et qui en fait filme tous les concerts parce que je me suis abonné à son channel YouTube. Et il était derrière nous le soir de Julian Lage et on peut entendre Arnaud glousser, parce qu'il faut parler de gloussement, sur du jazz toute la soirée. C'est un magnifique document historique. Je pense que ça vaut le coup d'oreille. Ou pas, hein. Ou pas. Si. Si. J'ai écouté aussi le nouveau Blur, parce qu'un nouveau Blur en je sais pas combien d'années ça s'écoute, quoi. Et c'est du Blur, donc c'est bien. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je suis désolé, hein. Je suis pas non plus critique musicale, hein, calmez-vous. Hein. Et aussi, j'ai écouté l'album Barbie. Et
est-ce qu'on peut jauger un film selon sa BO, Anthony? Je ne sais pas, parce que j'ai trouvé les deux très raccords, dans un sens, d'excellentes idées, une bonne exécution et un essoufflement essentiellement causé par le marketing. Donc, Je sais pas s'ils ont... Parce qu'il y avait eu une bisbille quand... j'oublie toujours le nom de ce groupe, tu sais, qui avait fait Barbie Aqua. Girl. Aqua, merci. d'accord. Ça avait été une bisbille fantastique avec Mattel. Et là, c'est dans le morceau du générique de fin. Ouais. Mais c'est pas le morceau original, c'est une espèce de C'est reprise à la mort Ouais. moelle toute pourrie. Oui, avec Nicki Minaj, c'est horrible. J'aimerais bien connaître les dessous de cette affaire. Je pense Mais- qu'il y a des dollars dedans. Quelque part qu'ils se soient sentis obligés de faire référence à ce morceau, mais en même temps pas réussi à voir l'original, ça dit aussi beaucoup de choses sur ce film et sur Mattel. Encore une juste. fois, produit capitaliste, machin, truc, muche, tout ça. Euh, Écoute, moi j'ai pas écouté beaucoup d'albums, parce que l'été traditionnellement... D'abord, à la fin j'écoute quand même beaucoup de musique au travail, faut le dire. C'est mal, mais c'est comme ça. Et puis l'été c'est quand même assez formidable pour les concerts. Donc outre les concerts New Morning, on a fait aussi Jazz à Vienne. On est notamment allé voir Norah Jones, parce que Norah Jones qui passe à Lyon, c'est un truc qui, une fois par décennie. C'est pas tout le temps, effectivement. Ouais. C'était un soir où on nous annonçait l'orage de l'année. Et il a miraculeusement raté Vienne, cet orage. Il a... Parce que c'est, il y a Norah Jones en même temps. Voilà, exactement. C'est notamment l'orage qui est tombé sur la Suisse, qui a fait des trous dans pas mal Lui d'horlogerie et tout ça là. Ah ouais, terrible. Ouais, Donc qui était pas très sympathique comme orage, mais donc on l'a évité. Donc superbe soirée. J'ai quand même écouté 2-3 albums en rentrant. Je sais plus qui c'est qui m'avait recommandé d'écouter Lineker, et je vais me faire engueuler pour ça. Et bien c'est pas mal du tout pour aborder la fin de l'été, je dois dire. Il y a des rythmes, enfin des harmonies et des rythmes un peu brésiliens. C'est pas mal. C'est une chanteuse afro-brésilienne, on va dire. Ça marche pas mal du tout. Et puis j'écoutais un truc, pour le coup, je crois que c'est un Italien, Nicola Conte, qui s'appelle Umoja, qui est pareil, vaguement... qui flotte quelque part au-dessus de la Méditerranée, on va dire. Et pour se dire que c'est pas complètement la rentrée, que c'est encore un peu l'été, c'est pas mal. Pas mal du tout. Cool. Lire ? Lire. A-t-il lu ? Il l'a luté. Non, il a picoré beaucoup le Jourdain, mais il a aussi il a lu quelques articles et les plus dignes d'intérêt qu'il a trouvé. Pourquoi je parle de moi avec il tout le temps? Il faut que je me calme. C'est un de Victoria Song sur The Verge qui s'appelle Where Have All the Fitness Bands Gone? Et c'est vrai que sans elle, j'avais pas remarqué que les gens portaient plus de bracelets fitness. Non, Fitbit, c'est tout fini. ça. Ouais. Et elle disait que c'était en grande partie dû au fait que les smartwatches coûtaient moins cher. Enfin, par rapport, comparativement, ils faisaient plus de choses et c'était moins cher. Et j'ai jamais aimé les bracelets de fitness, mais ça m'a rendu un peu mélancolique, je crois. Je regrette beaucoup les bracelets de fitness. Notamment, c'était Joe Bone là, qui en faisait un qui était tout fin. Oui, il était bien sûr. Parce que ces trucs peuvent se porter. C'est relativement simple de les porter avec des montres. Or, j'ai quelques montres. pas forcément très chères, mais j'ai quelques montres que je changeais selon comment je m'habille, selon le contexte et tout ça. Et puis surtout, c'est assez difficile de... Sauf quand t'es suffisamment stupide pour dire je vais mettre plein d'argent dans une Rolex, du coup t'as la même Rolex que tout le monde. Sauf si t'as vraiment à ce point beaucoup d'argent que tu peux avoir une Rolex qu'il y a que toi, ou une Audemars Piguet, ou une Patek, peu importe. Et inversement, les Swatch par exemple, c'est les mêmes pour tous, quoi, même s'il y en a énormément. Mais il y a un moment tarifaire et un moment géographique aussi où t'as une montre et c'est difficile de croiser quelqu'un dans l'année, quoi, qui a la même. Ouais. Et donc c'est assez sympa, quoi. Alors que l'Apple Watch, tout le monde a la même, c'est pas drôle. C'est vrai. Et puis elle est très difficile à personnaliser. Et même si on peut changer les bracelets, c'est chiant de changer les bracelets. Elle a aussi écrit un très bon article sur ça devrait être plus simple de changer les bracelets. Et elle a raison. Et donc c'était un peu l'avantage des bracelets de fitness, c'était que c'était relativement plus facile de dire j'ai mon bracelet de fitness et ma montre, alors qu'aujourd'hui quand je porte une montre mécanique et l'Apple Watch, je passe quand même un peu pour un con. Ouais. Un peu. Je comprends.
C'est quand j'étais chez Weezings, tout le monde avait forcément 2 montres, leur montre de tous les jours et une montre de test, ou sinon 2 montres de test carrément. Ce qui est encore plus stupide avec des montres qui ressemblent à des montres. Ouais, t'as quand même l'air un peu con. Malgré toutes les bonnes intentions du monde, ouais. Mais Victoria Song, qui est donc est en charge des wearables chez The Verge, super article en ce moment. Non mais The Verge, super quoi. Enfin, oui, non mais on l'a déjà dit, mais ouais. Franchement, à chaque fois, je suis bluffé quoi. Et j'ai lu d'autres articles, mais je pense que c'est moins intéressant. Un qui m'a le plus frappé, c'était Did Starbucks really put olive oil in coffee de Gideon Lewis-Cross de New Yorker. Qui est un ersatz de Craig Mudd. Qui est aussi un grand marcheur. J'avais lu son, je mettrai le lien dans la description parce que je me souviens plus du titre du bouquin, mais qui a fait qui avait écrit un bouquin sur 3 expériences de marche qui était assez sympa. Ok, ça je savais pas. Je vais peut-être m'intéresser à ce qu'il fait de plus près, même si j'étais pas du tout d'accord avec son bouquin, son article. Parce qu'il disait que ça sentait trop l'huile d'olive, mais moi je la sentais pas trop. Peut-être parce que j'ai pas de goût en fait. Je suis assez déçu. Pareil, quand on s'est croisés, tu m'as fait goûter ce truc. Mais alors, il faut juste dire un truc, Anthony, je suis trompé de référence. C'est pas le bon que je voulais te faire goûter. Ouais, mais je suis quand même déçu. Ça change la texture parce que ça apporte du gras. Et le gras, notamment pour faire mousser le lait, on fout l'huile de tournesol dans le lait d'avoine pour faire le lait des baristas, enfin les laits végétaux de barista. Donc l'huile, c'est bien pour changer le mouthfeel, comme ils disent. Et je trouve ça, j'adore ce mot mouthfeel. Donc là-dessus, ça marche, mais c'est complètement emporté par le fait que Starbucks, par ailleurs, c'est pas du café, c'est du charbon, quoi. Et donc tu sens plus le café que l'huile d'olive, quoi. Mais fantastique. Starbucks, Barbie, même combat. Fantastique. Par ailleurs. Vivement le film Starbucks, du coup. Ouais. Eh bien, et toi, qu'as-tu? J'ai lu 5 ou 6 bouquins, je crois, ces dernières semaines. Je suis très en retard pour la publication des notes de lecture sur Zinzolin. J'ai lu Cheap War de Chris Miller, qui est un bouquin sur le combat pour la technologie la plus importante du monde. C'est le sous-titre. Qui est un livre qui a été encensé par la presse économique et qui n'est pas un livre, en fait, c'est une compilation de billets de blog. Enfin, c'est de facto une compilation de billets de blog. C'est assez décevant là-dessus. Que j'ai trouvé pas inintéressant, mais pas renversant non plus. Et surtout, ce que ça m'a fait me rendre compte, c'est qu'il y a une bonne partie de l'élite intellectuelle vaguement progressiste américaine qui a maintenant du mal à concevoir que l'Union européenne existe. Que c'est un espace politique et économique indépendant qui n'est pas forcément inféodé aux États-Unis. Et donc là, dans le bouquin, en fait, il n'y a quasiment pas de mention des 3 ou 4 plus grands acteurs européens, alors que c'est littéralement 3 ou 4 acteurs qui sont dans le top 10 des plus grands fabricants de puces. Et que ce serait un parfait contrepoint, d'ailleurs, ce qui se passe en Europe à ce qui s'est passé aux États-Unis. Et le fait qu'on essaie de réinvestir, mais que ce soit un peu pénible, quelque part renforcerait le point de Chris Miller, qui est que voilà, TSMC, Taïwan a tout raflé. Et d'ailleurs, encore la semaine dernière, les 3 ou 4, ou même les 4 ou 5 plus grands acteurs européens ont annoncé une alliance avec TSMC. Donc ça, quelque part, ça aurait affermi son raisonnement, mais non, il a laissé de côté l'Europe parce que les Américains n'arrivent plus à concevoir l'Europe. C'est la même raison qui m'a fait me désabonner de Daring Fireball, John Gruber, qui a maintenant des sorties, j'allais presque dire des saillies, quoi. C'est Le Penesque sur l'Europe, où il est maintenant incapable de se maîtriser dès qu'on parle de l'Union européenne. Il avait notamment eu une très mauvaise réflexion ces derniers temps sur le lancement de Freds en Europe, qui a été retardé puisqu'il y a un truc qui s'appelle le DMA. Oui, c'était lunaire, ça. Et où il disait ça prouve que l'Europe est devenue une espèce de no man's land technologique. Non, ça prouve que le DMA marche et qu'on force les gens à réfléchir avant de tirer, et par tirer, je veux dire pomper les données personnelles du monde entier. Que Facebook, enfin que Meta n'ait pas réussi à se lancer en Europe, ça prouve bien que ce qu'ils font est pas clean. Et c'est au contraire une formidable victoire de l'Union européenne que Freds n'ait pas été lancé dans cet état chez nous. Mais pour Gruber et pour tout un tas de progressistes
et j'espère que je mets bien les guillemets dans le ton, américain, c'est devenu intolérable, quoi. C'est des cow-boys, et nous, on est maintenant capable de leur faire ranger leurs pistolets. C'est insupportable pour eux. Et puis j'ai lu 2-3 trucs plus calmes. Un truc qui s'appelle Le goûter du lion par Ito Ogawa, qui a écrit 3, 4, 5 bouquins qui sont un peu tous alors, de sujets différents, mais qui ont un peu tous la même ambiance. C'est une ambiance assez délicate. La narration est assez linéaire, mais il n'y a pas forcément d'antagoniste. Donc là, dans le cas présent, l'antagoniste, c'est un cancer. On sait que la narratrice va mourir. Mais c'est très délicat. C'est très délicat. C'est une très mauvaise idée de lire ça en sortir de dépression hivernale. Vraiment, terrible. Mais c'était bien. Je crois que c'était aussi pas mal au moment où l'humeur revenait avec le soleil de lire ça. Et puis pour être sur un truc franchement plus drôle, qui m'a fait pleurer mais de rire, j'ai lu Ayoade on Top de Aisha Ayoade, qui est Moss dans... Oui, The IT Crowd. Merci. Et je l'ai lu, ce bouquin, avec la voix de Moss en tête. Et donc je me faisais la réflexion qu'en fait, c'est pas Ayoade qui joue Moss, c'est Moss qui joue Ayoade. C'est dans ce sens-là. C'est quand même un personnage de type, quoi. Ça m'a donné... Enfin, il a écrit 3 bouquins comme ça d'un peu de critique cinématographique, mais absurde, quoi. Puisque donc là c'est un commentaire de View from the Top, avec un des premiers rôles de Madame Gwyneth Paltrow. Et il a écrit deux autres bouquins, il me semble, dans la même veine, que j'ai du coup assez envie de lire. Voilà tout ce que j'ai lu cet été. En tout cas, tout ce que j'ai lu sur lequel j'ai écrit cet été. Acheter ? Les achats reprennent, Anthony. Je suis si heureux. T'as à nouveau un travail, donc t'achètes. Exactement. Je suis très content. Non, j'ai acheté beaucoup de bouquins. Parce que... Toi aussi ? Ouais, je me suis dit, tiens, je ne lis pas, donc autant continuer à ne pas lire et juste acheter des bouquins. Parce que je suis un peu con comme ça. Des trucs très variés. Il y a des romans, il y a des bouquins de philosophie, des bouquins spirituels, des choses comme ça, des mots croisés aussi, tant qu'à faire, parce que pourquoi pas. Donc je te dirai si j'ai réussi à lire tout ça dans les prochains épisodes. On est allé en vacances à 800 bornes, je crois, de Lyon, un truc comme ça. Ouais. J'avais prévu le coup, j'avais laissé un quart de la valise vide. Ce quart de valise vide s'est rempli de livres, notamment de livres typographiques achetés de seconde main chez un bouquiniste. Puis on est allé à Clermont-Ferrand pour randonner. La randonnée est passée par 2 librairies. Je suis reparti de chaque librairie avec un livre de plus dans le sac à dos. C'est une maladie. Non, c'est pas une maladie, c'est un art. Tu te souviens du mot japonais pour ça, là, j'ai oublié. Tsundoko ? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. En tout cas, ça commence par Tsu, donc ça doit être ça. Acheter des livres juste pour le plaisir de les empiler. Juste pour le plaisir de les empiler, tout à fait. Presque. J'ai aussi acheté un nouvel écran. C'est un écran LG Ultra Fine 4K de 24 pouces et c'est exactement le format qu'il me fallait. C'est très très bien. C'est ridicule. Cool. Non, il est vraiment bien. C'est celui que j'ai dû prendre dès le début en fait. C'est ça qui est ridicule. Oui, non mais c'est ridicule. Mais j'en suis content. Et du coup, j'en changerai dans 2 mois quand l'iMac sortira. Et j'ai aussi acheté 2 montres. Ça faisait très longtemps que je voulais acheter des montres. Parce que j'en avais marre de sortir mon téléphone pour savoir l'heure qu'il était. Et j'ai pas envie d'avoir une Apple Watch. Et je passais des thunes. Et depuis bien 6 mois, 1 an, je regardais Seiko, Casio. Donc j'ai acheté une Seiko et une Casio. Et du coup, la Seiko vient du Japon directement. Parce que j'ai des connaissances qui vivent au Japon. Oui, moi aussi, oui. Et c'est la Seiko métronome. Donc elle fait aussi métronome. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle a plein de chiffres du coup autour du cadran. Et du coup, c'est ça que j'aime chez elle. Et une Casio qui est solaire, tu sais, et radio pilotée. Comme ça, elle se met à l'heure toute seule, elle se recharge toute seule, ça j'adore. Yes. Elle est un peu épaisse pour mon poignet, vite fait. Oh, c'est honnête. Ça va. Et en fait, Adrien, il aime pas le côté métallique, il trouve que... Enfin, il aime pas l'esthétique, mais moi j'aime bien. C'est marrant parce que c'est 2 montres assez différentes esthétiquement, où la Casio
que tu as acheté, on mettra la référence dans la description, surf éhontément sur les montres à bracelet intégrés suisses. Donc il y a un côté très sportif, plein de facettes, ça brille, machin. C'est vrai que ça brille un peu trop presque. Et puis la Seiko Métronome, c'est au contraire un truc beaucoup plus Bauhaus, beaucoup plus émacié. Bon, après j'ai un modèle doré, donc c'est quand même un peu étincelant. Ah, il y a quand même un peu de bling bling alors, c'est Il y bien. a un peu de bling. Mais j'ai une bonne excuse, c'est qu'il y avait plus le modèle inox que je voulais. Oh, c'est tellement terrible. Mais oui, parce qu'en fait ils font que des éditions limitées tout le temps en fait. Et du coup faut être hyper rapide. Oui. C'est horrible. Ils sont très très forts pour ça. J'ai très hâte d'y être. Voilà mes achats. Je me suis rendu compte que les t-shirts que je porte, tous les jours, le même, tous les jours, enfin, le même, non, mais parce que voilà, je suis quelqu'un d'ennuyeux qui porte un uniforme, avait 6 ans. Je me suis dit que ce serait quand même pas mal de faire les soldes pour acheter les mêmes t-shirts. Et sauf qu'en fait, c'est pas les mêmes. Donc c'est le même fabricant, la même référence, c'est censé être le même grammage, sauf qu'en fait les t-shirts sont plus légers, ce qui prouve que le grammage peut-être c'était 162 avant et maintenant c'est 158, tu vois. Et c'est même pas la même coupe. C'est un peu plus tubulaire, c'est un peu plus long d'ailleurs. En fait, tu sens l'optimisation en 6 ans, tu sens le côté on va faire tourner les machines un peu plus vite avec du fil un tout petit peu plus fin. On va vraiment faire des tubes, quoi. On va pas leur donner la moindre forme. Ça me gâche un peu l'idée de l'achat définitif, quoi, parce qu'il va falloir maintenant à nouveau que je me lance dans un cycle de qu'est-ce que je veux trouver comme t-shirt que je peux racheter ad infinitum. Ça m'a un peu gâché le truc. Ouais, je comprends. Ouais. Dans la foulée, j'ai acheté ma première paire de Nike. Vraiment ? Ouais. 36 ans. J'ai aussi acheté mon premier micro-ondes à 36 ans, donc... Mais c'est marrant parce que c'est une marque qui... Enfin, je sais pas toi, mais quand moi j'étais gamin, semblait inaccessible, quoi. C'était hors de question d'acheter une paire de baskets avec une marque dessus, quoi. Ouais, 100 €, quoi. C'est hors de prix. Ouais. Non, mais même en francs, quoi. Ouais. Enfin, là, j'ai mis 500 francs dans une paire de chaussures. Ouais. Ce qui, objectivement, est pas grand. Enfin, 75 €, c'est une somme, mais c'est pas non plus insurmontable. Ça passe. Ouais. Voilà, quoi. Mais ça aurait été inconcevable pour mes parents de mettre 500 francs dans une paire de baskets, quoi. C'était plutôt 30 balles au marché. Et encore 30 balles, c'est fancy, quoi. Et encore. Et où maintenant, enfin, des trucs qui étaient complètement inaccessibles quand on était des enfants de parents assez désargentés, deviennent maintenant des trucs assez évidents, maintenant qu'on est furieusement middle class, quoi. Je sais toujours pas quoi en penser de ça. C'est parce que tu as des scrupules de protestant, c'est pour ça. Oui, mais je sais pas. Et pourtant, j'achète des pâtes Barilla. Ça a aucun intérêt d'acheter des pâtes, aucun intérêt gustatif d'acheter des pâtes sèches de marque. Mais c'est mon petit plaisir. C'est le côté, j'en suis plus, quoi. Mais parce que quelque part, c'était pareil, c'était des pâtes inaccessibles. Ça me fait moins mal au cœur de faire ça que d'acheter une paire de baskets Nike. C'est étrange. Hein. Non, je crois que je peux comprendre. Peut-être parce que si l'utilité est plus immédiate, vu que tu les manges. Mais, je sais pas. Ouais, je sais pas. J'ai aussi acheté... Finalement, c'est moi qui ai plus d'achats cette semaine. Ce jour, t'as marqué une pierre blanche, une tasse Yeti. Mais qu'est-ce que c'est ? Qui est violette. Magnifique, qui est violet lavande. Je crois que c'était dans 1857, qui est le podcast auquel on a volé le format de notre podcast, qui parlait il y a 2 mois, il me semble, des tasses Yeti. C'est des tasses en métal à double paroi, donc qui sont isolantes. D'accord. Et ça marche plutôt pas mal. J'ai moins l'impression que ça va casser dans tous les sens comme une tasse en céramique pour le bureau. Ouais. Il y a un petit, comment on appelle ça ? Couvercle. Opercule. Couvercle avec un opercule, qui est un opercule aimanté, donc tu peux l'enlever génial. pour nettoyer sous l'opercule. Ça, c'est génial. Et donc ça tient ton café chaud. C'est pas mal. Et puis c'est violet. Et ça s'appelle Yeti, ce qui me correspond plutôt pas mal. J'aime bien. C'est vrai que c'est pas mal Yeti pour toi. Tu peux m'expliquer ton idée de sujet principal ? Par rapport à l'intelligence artificielle. Décidément, c'est la rentrée, le bingo est plein dès le premier, c'est bien. Oui, je sais, je suis désolé, je m'en veux un peu de dire ces mots-là. En gros, non, enfin,
je sais que de mon côté, je suis toujours en train de creuser un petit peu quel est le vrai, argument que je peux faire contre de manière philosophique et qui est l'argument vrai, quoi. Je sais pas comment dire. Genre, par exemple, on peut faire beaucoup de liens sur le fait que c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est des statistiques, ok, c'est des choses, enfin voilà, ok, mais vraiment, ontologiquement, qu'est-ce qui pose problème là-dedans, dans l'usage de ça, quoi. Et parce qu'il y a aussi des cas où ça pose pas de problème, mais à quel moment ça pose problème par la nature de l'outil. Et oui, c'est-à-dire il faut ouais. le truc qu'on répète depuis 68 épisodes, un argument solide, c'est un argument qui dépend pas de l'implémentation des technologies. Exactement, merci. Voilà, très très juste. Et je pense que en relisant et en m'intéressant à notamment l'usage de l'intelligence artificielle dans l'art, je me disais que ça, c'est une expérience purement humaine en théorie. Enfin, c'est quelque chose qui définit en tout cas l'expérience humaine en tant que telle. Et de manière relativement convenue avec tout le monde, quoi. Et du coup, est-ce que c'est pas ça justement l'angle intéressant dans la recherche de cet argument-là? Par exemple, plus précisément, par exemple, la modernité dans l'art et comment elle est intégrée techniquement, technologiquement, et enfin quelle est la place de la technologie dans l'art, quoi, et vice versa. Et je pensais notamment à l'art dans ses différentes incarnations, que ce soit dans l'art profane ou l'art sacré. Parce que je repensais par exemple à ces restaurations d'églises où il y a des cosmonautes par exemple sur les gargouilles, tu vois, ou sur les portails. Je trouve ça vraiment sympa, tu vois. Bon, ça dans l'idée, tu vois, pourquoi je suis d'accord avec ça? Pourquoi je suis moins d'accord avec une exposition au Grand Palais immersif où t'as du Mucha sur un mur et c'est censé être une exposition qui vaut 25 €, tu vois. Je comprends pas. Et par exemple, pourquoi, même dans un autre contexte, ce serait... pour moi, ça me choque d'avoir des bornes de cartes bancaires à la quête à la messe. Et pourquoi ça me choque aussi les concerts hyper technologiques des méga tchatcheuses américaines. Quelle est la limite en fait? Quel est le critère? Est-ce qu'il y a un critère objectif? Quel est-il? Et à ce moment-là, on pourra peut-être se rapprocher un petit peu par rapport à l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'elle entre dans cette zone d'hubris ou de transgression, quoi? L'intérêt de chercher un argument dans le domaine de l'art, c'est que c'est une expérience qui est relativement universelle. Ouais. C'est une expérience qui procède du corps. Sauf, et c'est peut-être d'ailleurs enfin c'est souvent un point de critique pour une partie de la production contemporaine qui procède beaucoup de la tête. Oui, peut-être un peu trop, effectivement. Et qui a un certain hermétisme, et où du coup c'est peut-être un problème, et où c'est peut-être plus facile d'ailleurs pour cette sorte d'art, pour autant qu'on puisse qualifier ça d'art, de s'emparer de ces objets-là sans en repartir complètement défiguré, puisque c'est déjà une défiguration. C'est ça. Hashtag, il n'est pas vraiment de gauche. C'est fou qu'on soit aussi d'accord, ça me fait peur. Mais oui, mais l'avantage c'est que ça, c'est qu'il y a quand t'es embêté par la carte de crédit à la quête, ça dit rien de la quête, ça dit tout de toi. Mais tant mieux quelque part, parce que du coup, en cherchant un argument dans ce sens-là, qui sera, à mon avis, forcément un argument faible, mais il sera faible dans sa logique, mais il sera fort dans son adaptabilité, parce que chacun pourra le comparer à l'aune de son propre sentiment, parce qu'encore une fois, il y a une portée universaliste à notre rapport à l'art. Donc quelque part, c'est plus facile de comparer nos notes, quoi, et donc de se dire collectivement, ah ouais, là, moi, ma limite elle est là, pour ces raisons-là. C'est peut-être moins quelque part brainiac, c'est un argument moins intellectuel, quoi. Je pense que les arguments qui procèdent du corps sont des arguments qui ont une certaine force. C'est peut-être moins plaisant, c'est peut-être moins pur, ça fait peut-être moins philosophe au sommet de la montagne. Et c'est moins... oui, quelque part, c'est moins satisfaisant intellectuellement. Mais le grand avantage que ce genre d'argument a, c'est que chacun peut les manier dans son coin. Et tu peux comparer ton expérience. Et comparer son expérience, quelque part, ça marche pas mal pour les humains. We live in a society. C'est intéressant ce que tu dis, parce que peut-être que c'est ça, justement... Enfin,
je suis pas entièrement d'accord sur le côté physique. Enfin, c'est par le physique qu'il faut approcher les choses dans l'absolu. Mais je suis plus d'accord sur le côté circonstanciel, ponctuel de cet usage-là. Parce que on parlait tout à l'heure d'Oppenheimer et du courant justement orientaliste et tout ça. Et peut-être que justement l'intellectualisme, enfin c'est ça qui est très curieux, c'est que tu as deux choses qui marchent de concert. Un matérialisme qui est en fait un intellectualisme. C'est-à-dire qu'il y a une croyance absolue dans la matière comme finalité, et pourtant une éthérisation de plus en plus forte des concepts fondateurs qui devraient être physiques, quoi. Et peut-être qu'approcher ça d'un angle plus physique, justement, c'est le contrepoison par rapport à cette approche-là. C'est Bourdieu, désolé, qui disait que le goût, c'était le dégoût du goût des autres. Et il y a quelque chose d'important là-dedans, c'est-à-dire que ton dégoût ou ta réaction réaction on va dire pour pas parler de goût ou de dégoût, mais ta réaction elle est importante parce que si tu veux c'est un événement marquant quoi, c'est un truc qui te sort de l'ordinaire, c'est véritablement extraordinaire, et on sait l'importance de l'extraordinaire dans la mémoire. On se souvient pas des choses ordinaires, on se souvient des choses qui dévient de la norme. Et donc cette réaction, ce choc quelque part, il est très important parce qu'il est mémorable. Et donc c'est un parfait support de réflexion. Et donc quand t'es choqué, quand t'es dégoûté par le goût des autres qui est « je veux pouvoir à la messe payer avec ma carte », c'est un moment intéressant parce que là tu fais « oula non, stop, ça c'est ma limite. C'est mon dégoût du goût des autres, donc c'est mon goût à moi. » Parce qu'encore une fois, c'est effectivement très difficile de définir intrinsèquement ses goûts. Tu définis forcément tes goûts par rapport au goût des autres. Enfin, en tout cas, souvent tu définis tes goûts par rapport au goût des autres. Ah non, moi j'aime pas ça. Ah, ce truc que toi tu adores, moi non. Ce podcast. Et donc, enfin, sans même parler de physicalité, parce que c'était peut-être le mauvais angle, mais être capable comme ça de pouvoir comparer ses notes et d'être dans quelque chose qui est très immédiat et effectivement très circonstanciel, ça marche peut-être plutôt pas mal. On a eu une discussion, tu parlais du Grand Palais, on a eu une discussion avec ma mère par exemple de l'exposition Ramsès à la Villette, qui pour moi n'est pas une exposition muséale. D'abord on n'est pas dans un musée. Oui, ça commence mal. Et le lieu musée est pas complètement anodin dans la pratique muséale. Le musée en tant qu'institution s'incarne dans un lieu, et quand tu sors de ce lieu-là, ça ne dit pas tout à fait la même chose. C'était organisé comme l'événement capitaliste, désolé, mais enfin, comme le spectacle que c'était, quoi. T'es dans une grande halle, dans un parc à bœufs, dans lequel on a lâché le troupeau parce que c'était vraiment... il y avait un demi-mètre carré par personne, quoi. Les gens se marchaient sur les pieds, s'engueulaient, on venait parfois aux mains parce que tu m'as poussé, ma photo est floue, machin, truc, enfin, des trucs de cours d'école, quoi. Le billet est très cher, alors que quand même les billets des musées généralement sont pas chers, voire gratuits. C'est quand même parfois difficile de payer pour aller au musée. Désolé à celui qui nous écoute, qui m'a accompagné à l'expo Norman Foster à Pompidou et qui lui a dû payer. Très belle expo par ailleurs, pleine de problèmes mais fort sympathique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes intentions dans cette expo et qu'elle part du bon endroit. Oui, et que du coup ça compense. Mais ce qui n'est pas le cas dans l'expo Ramsès, où à la fin d'ailleurs, tu peux payer un supplément, si ma mémoire est bonne, c'était une 20aine d'euros pour une expérience en réalité virtuelle. Donc tu étais assis dans une espèce de fauteuil en forme de cocon, on te met un casque, et on te projette un truc, une espèce de... Alors ça se veut être une visite du tombeau de Ramsès, si j'ai bien compris, sauf que ça devient très vite une espèce de film d'épouvante, un truc qui sert à te faire peur, quoi. C'est-à-dire que t'étais poursuivi par la momie, quoi. Mais... Et tu fais, ah ouais, on est loin, 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 loin. Et tu fais, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est moi, si tu veux, qui ai mal saisi cet objet et qui veut que ce soit une exposition, qui veut que ce soit du musée, alors que c'est du spectacle ? Ou est-ce que c'est non, on a vendu aux gens, regardez, venez au musée, et en fait, ce qu'on leur vend, c'est du pop musée, quoi. C'est-à-dire du mensonge.
Ouais, mais et je trouve ça même pire, c'est-à-dire que en tout cas, la communication que j'en ai vue et les affiches que j'ai vues, c'était vraiment, c'est une expo, c'est du musée, mais et c'est du pop musée comme toutes les expositions temporaires, quoi. C'est fait pour attirer à la fin, le musée cherche aussi à attirer du public, quoi. Mais là, il y avait zéro prétention historique, zéro prétention intellectuelle, quoi. Et quelque part, on file, non pas de la confiture à des cochons, mais on file de la merde à des humains. Oui, c'est pas Et mal. on les rabaisse. Et je crois qu'on les rabaisse. Et on les rabaisse par la technologie, quoi. C'est-à-dire, on te fout un casque de réalité virtuelle sur la tête. Super. On s'en sert de la réalité virtuelle. On se sert aussi de la robotique dans les musées. Pour de l'impression 3D aussi. Pour pallier les manques dans la collection, pour pallier parfois les rétrocessions. Il y a des objets qu'il va falloir qu'on rende à leur pays d'origine, mais c'est pas grave. La reproduction peut être un support. C'est pas forcément l'objet original qui a une importance, mais sa représentation, sa physicalité. Montrer la taille d'un objet qu'on a toujours vu sur une page d'un bouquin, par exemple, ça peut être intéressant. La couleur. Je me souviens d'une expo, t'avais notamment des fûts de colonnes d'église, et où tu voyais le blanchissement progressif des églises dans le temps, et ça te dit quelque chose. Ou des sculptures antiques. Je crois que c'était le British Museum qui avait fait des reproductions qu'ils avaient peintes. Oui. Et tu vois, on n'est pas du tout dans l'objet original, on est dans la technologie. On a numérisé en 3D, on a imprimé en 3D, enfin, on a fait des compositions par ordinateur. On est dans la techno, mais la techno au service d'un propos. Et là, on est dans la techno au service de zéro propos. Dans juste le spectacle, l'émotion, Et c'est bien, je veux dire, pas de souci, je sais bien les films d'horreur. Mais enfin, pas quand c'est vendu comme des musées. C'est ça, voilà. Et donc, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que technologie, d'une part, les intentions de l'autre. L'importance des intentions, quoi. De quoi les technologies sont-elles le nom, quoi Je crois que c'est enfin, fondamentalement quelque chose qui est proche, enfin comment dire, l'intention du créateur de l'outil fait l'outil, quoi, et fait la forme de l'outil. Et on peut pas avoir de la réalité virtuelle aujourd'hui, par exemple, ne serait pas arrivé encore une fois dans un autre contexte, avec une autre philosophie ou avec un autre rapport à la vie, tout simplement, quoi. C'est le fruit d'une vision de la vie qui est très spécifique et je dirais relativement récente. Et je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a pas d'intention dans une pelle. Non, il y a pas d'intention dans une pelle. La pelle n'a pas d'intention. La pelle est un excellent outil pour pelleter de la terre. Tu peux tuer quelqu'un avec une pelle. C'est pas marqué dans la pelle que c'est aussi une arme de destruction. Enfin, tu vois, la réalité virtuelle, c'est pareil. Il peut y avoir des usages positifs de la réalité virtuelle. On va dire merci, oui. C'est pas écrit dans un casque de réalité virtuelle que ça doit forcément être fait pour faire de la merde. Enfin... Certes, mais je sais pas, t'as pas le sentiment quand même que genre dans beaucoup de cas, les innovations technologiques aujourd'hui sont beaucoup plus, servent dans une bonne portée, on va dire, de manière un peu épisodique, quoi, sur l'accessibilité, sur ce genre de choses, mais que dans la plupart des cas, en fait, on se retrouve quand même globalement assez diminué. Il y a des technologies plus prescriptives que d'autres. Une pelle peut servir à tuer, mais enfin, c'est un usage détourné de la pelle. Un pistolet, ça sert qu'à tuer. Les usages détournés d'un pistolet, il y en a peut-être, mais enfin, il va falloir chercher longtemps, quoi. Et le souci le Macintosh est pas prescriptif. C'est une bicyclette pour l'esprit. C'était une bonne métaphore. Ça servait à faire plein de choses. Ouais. Le Mac d'aujourd'hui sert à faire moins de choses, paradoxalement. Il est moins... Le champ des possibles s'est resserré, si tu veux. C'est plus prescriptif. Le simple fait, par exemple, que les machines d'aujourd'hui soient sévèrement... les fonctionnalités des machines d'aujourd'hui soient sévèrement amputées quand elles sont pas connectées à Internet, ça montre qu'on a un problème, quand même. Prérequis que 3 milliards de personnes... Enfin, t'as déjà exclu 40% de la population de la planète, quoi. Bien sûr. Tu vois, juste en disant le prérequis, c'est que ces machines soient connectées. Ce qui n'était pas le cas, évidemment pas le cas du Macintosh de 84. Et évidemment qu'on peut faire, au sortir de la box, infiniment plus qu'avant.
mais le champ des possibles, du coup, est infiniment plus resserré. Je trouve ça intéressant comme paradoxe. Après, enfin, sans vouloir faire l'avocat du diable, mais un peu quand même, le premier Macintosh était quand même un peu cher. Il y avait aussi une exclusion par le prix. Oui, mais enfin, l'histoire des technologies, Arnaud, j'ai envie de dire. Oui. Je- Ce qui m'interroge beaucoup, c'est justement, enfin, la réalisation, je crois, graduelle, par rapport à notamment l'intelligence artificielle, qui crée cette espèce de réalisation chez beaucoup de, je sais pas, d'auteurs ou de gens comme ça, et qui sont pas surpassés, enfin, qui peuvent être surpassés par quelque chose qu'ils ont créé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, par exemple, là, je disais le papier de Hofstadter, je crois. Attends, comment ça s'appelle? Non, de David Brooks dans le New York Times sur Human Beings are soon going to be eclipsed. Et non, bien sûr, on a le même avis, je pense, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est la crise de conscience qu'il a suite au changement d'avis d'une personne qui considérait du même bord que lui, sur le fait que l'intelligence artificielle, en fait, au début, était considérée comme quelque chose de totalement anodin par rapport à la menace qu'il pourrait représenter aujourd'hui, et que si on considère l'être humain comme juste un réseau de neurones, et qu'en fait on peut créer un mimétisme de ça de manière électronique, effectivement on peut être remplacé. Mais évidemment la réponse de base, c'est que c'est pas juste ça, être humain, quoi. Et c'est ce que je voulais dire par le côté à la fois très matérialiste et très intellectualiste. C'est que on considère l'expérience humaine d'un côté très physique, chimique, et d'un autre côté, les productions artistiques qu'on fait sont très, intellectuelles, quoi. Mm-hmm. Et pour moi, ce paradoxe, c'est un peu, je crois que la technologie est une pas une réponse en soi à ce paradoxe-là, mais une manifestation de ce paradoxe qui pourrait, expliquer en partie ce qui se passe. Mais je sais pas si mon propos est clair. Si, tu disais tout à l'heure que l'art, c'est peut-être quelque chose ou la pratique artistique, c'est quelque chose qui nous distingue en tant qu'humains, quoi. Bon, Ouais. on connaît relativement peu de singes peintres, et encore moins de pinsons écrivains. C'est vrai. Je crois que c'est ce qui nous distingue encore plus radicalement, encore plus fondamentalement du reste du règne animal, c'est qu'on travaille activement à notre remplacement. Et je crois qu'il y a une bonne définition de l'humanité. Ça me désespère de toujours revenir aux philosophes antiques, mais ces philosophes qui disaient que Ça te fait chier des conservateurs, hein? Ça te fait chier, hein? Non, mais parce que quelque part c'est décevant. Ça veut dire qu'on a atteint le pic de la réflexion sur notre condition il y a 5000 ans, quoi. On est tout de suite parvenu au pic de la réflexion, et ensuite on a passé les 5000 années après à essayer de les incarner, quoi. Alors la réflexion, c'était on est heureux quand on arrête de travailler, et qu'on peut c'est ça la philosophie de la Grèce antique, hein, c'est le bon citoyen, le bon humain qui vit en société, c'est l'humain qui ne travaille pas, et qui peut donc passer tout son temps à régler la vie de la cité, et accessoirement à faire de la poésie, à faire de la musique, à faire les arts classiques, quoi, auxquels on a ajouté au fil des siècles d'autres formes artistiques. La réponse à l'époque, c'était pour faire ça, il faut que la moitié de l'humanité soit considérée comme moins qu'humaine, et donc esclave. Et donc on a une case esclave à notre travail. Et un grand débat dans l'histoire des techniques, c'est qu'est-ce qui vient en premier, quoi, l'abolition de l'esclavage ou la révolution industrielle? C'est-à-dire laquelle motive l'autre, et où les machines, les machines nous ont quand même vachement libérés de cette idée qui consiste à considérer la moitié de l'humanité comme inhumaine et comme inférieure à soi, quoi. Et comme des animaux de trait, quoi. Je trouve ça pas mal comme progrès. Non, mais justement, est-ce que du coup aujourd'hui on a un revirement là-dedans, parce que quand on voit les personnes qu'on paye à bas coût pour entraîner les modèles, les larges modèles, ce genre de choses, est-ce que c'est pas un peu un retour à pas non plus à l'esclavage pur, mais quand même, quoi. Mais c'est le tout. Je crois, c'est un argument sur lequel j'ai beaucoup écrit et qui m'a toujours semblé un peu faible, parce que pour remplacer,
je veux dire, les femmes, notamment pendant des générations et des générations et des générations et des générations, ont passé tout leur temps de la journée, y compris le moindre moment de temps libre, à filer, à prendre des fibres et en faire du fil. Et quand on a remplacé cette activité par le métier, enfin, par le fil, et puis ensuite le métier à tisser, enfin, toute l'industrialisation du textile, on met des humains quand même derrière la machine, hein. Et on met des mecs d'ailleurs derrière la machine, et on crée une nouvelle caste exploitée. C'est-à-dire on passe de une activité domestique, et puis voilà, on filait comme aujourd'hui on regarde son téléphone, quoi. C'est-à-dire tu t'attends pour un rendez-vous, tu filais, quoi. Et on passe d'une activité qui quelque part échappe au travail, à une activité qui devient un travail, et donc on crée une case de travail à exploiter. Et tu peux faire ça avec chaque innovation technologique, quoi. C'est-à-dire on prend un truc qui était une activité soit qui échappait au cadre du travail, soit qui était le petit artisan qui travaille chez lui, quoi. Son atelier se confond complètement à la maison, avec tous les problèmes que ça pose, hein. Le travail des enfants, machin, truc, machin. C'est le souci, c'est que tout ça est compliqué. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, quoi. On est dans le gris en permanence. Mais on prend ces activités-là et d'un coup, on les industrialise, on les financiarise, on les sort de la sphère domestique, on en fait un travail et en le faisant, on crée une case de travailleurs. Et on a refait ça, c'est-à-dire que des choses qu'avant on faisait, toi et moi, sur notre petit Macintosh, gentiment, et on ahanait devant notre ordinateur, mot que j'adore, ahaner, est devenu une activité industrielle. Et donc, on a créé une nouvelle case de travailleurs exploités pour la réaliser. Est-ce que tu crois... L'histoire des techniques. Oui. Mais genre, tu penses qu'on peut en sortir un jour de ça? C'est-à-dire que genre... Enfin, personnellement, je suis assez persuadé, enfin, on en a déjà parlé, tu vois, que les choses peuvent pas s'améliorer foncièrement, et que l'oppression existera toujours d'une manière ou d'une autre, et ceci, cela, bon. Mais est-ce que un monde est possible, comme celui dont rêve la gauche, où la nature humaine changerait fondamentalement de telle sorte que ces repères précédents soient complètement chamboulés et qu'on assiste vraiment à un nouveau monde. Enfin, ce que je pense profondément impossible, mais est-ce que tu crois que c'est possible, toi? Non, mais c'est évidemment une impossibilité ontologique. Enfin, et sans refaire le match, c'est quoi la différence entre l'égalité et l'équité? Pourquoi il faut arrêter de prôner l'égalité? Pourquoi il faut évidemment prôner l'équité? Et pourquoi le travail sur les structures est ultra important, et dire qu'il faut sortir les gens de la pauvreté, c'est pas forcément empêcher les riches. Il y aura toujours des gens plus riches que d'autres. Je vois pas comment empêcher ça sans parvenir à la conclusion à laquelle sont parvenus des régimes politiques, qui est de dire on abolit la propriété et c'est l'État qui gouverne. Enfin, ça devient une dictature. Les soviets sont parvenus à la conclusion naturelle de la chose. Je suis pas sûr que c'était une expérience fondamentalement positive. Il y avait du bon dans certains des trucs, hein. À peu près le seul passage des communistes au pouvoir dans notre pays nous a filé la sécurité sociale au hasard. Donc c'est pas complètement négligeable comme avancée, mais ce que je trouve intéressant, c'est la répétition des mêmes schémas avec les technologies. C'est-à-dire et ça part de l'écriture, quoi. C'est-à-dire qu'on invente l'écriture, ah bah tiens, on va créer une caste de copistes qui est quand même restée pendant vachement longtemps, quoi. L'imprimerie, ah bah c'est bien, on va créer une caste d'ours. Et c'est toujours les mêmes schémas. Et j'entends nos auditeurs et nos auditrices les plus de gauche nous dire c'est la faute du capitalisme, et ils ont raison. Mais je suis pas sûr que même en abolissant les structures du capitalisme, on puisse sortir de ce cycle-là. Je crois que c'est inhérent au progrès technologique. Mais où quelque part c'est beau parce qu'on arrive à se... Enfin, c'est beau dans sa contradiction, et c'est peut-être là d'ailleurs où on sort de mon argument de tout à l'heure qui est c'est emmerdant parce qu'on est parvenu au pic de notre réflexion il y a 5000 ans. En fait, non. Ce qu'ils avaient loupé, c'était le fait que en cherchant à dépasser notre condition humaine et à nous rendre obsolètes physiquement pour pouvoir être des êtres de pur esprit, en fait, on crée les conditions de notre asservissement physique permanent. Oui, on ne fait que recréer des nouvelles formes d'asservissement.
qui sont de plus en plus des asservissements psychiques. On a créé une case de travers de l'esprit, qui je ne crois pas que ce soit du travail moins fatigant que le travail physique. Non, c'est je suis une d'accord autre, avec toi. c'est une autre forme d'aliénation, mais c'est une aliénation quand même. Et on continue à créer. On va de moins en moins, je l'espère, avoir des formes d'aliénation physique et de privation de liberté physique. Mais on a de plus en plus des formes d'aliénation. Quel mot affreux. Intellectuel, spirituel même. Ouais. Et je crois que c'est quelque chose qui a été raté par une grande partie des philosophes antiques, et qui a été bien saisi par les philosophes allemands de la révolution industrielle et plus récemment. Et c'est pas inintéressant, je trouve. Et c'est quelque part un bon litmus test pour les technos, quoi. C'est qu'est-ce que cette technologie, de quoi elle nous libère, mais en prétendant nous libérer sur ce flanc, qu'est-ce qu'elle nous impose? Oppenheimer commence par 2 phrases, parce que forcément, c'est impossible de se faire comprendre autrement que par les mots et l'exposition forcée. C'est Prométhée a volé le feu aux dieux et l'a donné aux hommes, et pour cette raison, il fut enchaîné. Blablabla. En fait, à la fin, Oppenheimer est presque christique à la fin, tu verras. Il y a une. Enfin, bon, non, je verrai pas, non. Tu verras pas, mais ok. Mais enfin, il est presque christique à la fin. Et du coup, il y a une. Je crois quand même qu'ils avaient vu un petit peu dans le mythe de Prométhée, quand même. Genre que la technologie apportée aux hommes était déjà une violation de quelque chose, même si c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Il y a une rupture dans l'ordre des choses, quoi. Et les conséquences sont beaucoup plus subtiles et équivoques même, je dirais, que celles qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que c'est pas genre Prométhée en mode héros absolu, quoi. Ni non plus un anti-héros absolu. Et les conséquences sont à la fois très bonnes et très désastreuses pour les hommes aussi. Il y a une... Enfin, je sais plus dans quel... C'est peut-être dans... Je sais plus, mais enfin... Je crois qu'on développe un moment dans les mythes, justement, le côté... qu'est-ce que les hommes font avec le feu, quoi. Et on voit qu'ils s'entretuent, tout ça, et Jupiter est pas très content, quoi. Et à l'inverse, Jupiter aussi est un peu en mode ah putain, ça y est, ils ont le feu, ils vont venir à l'Olympe et ils vont nous faire chier, quoi. Donc il y a les 2 points de vue, et je trouve que c'est assez nuancé finalement, et peut-être pas mal. Enfin, c'est aussi quelque chose qu'on occulte pas mal quand on parle de Prométhée, quoi. Et mais c'est pas que Prométhée, c'est tous, je ne sais pas, mais c'est quand même une bonne partie des mythes fondateurs de ce qu'on appelait la religion, quoi. Mais de la manière dont on conçoit l'humanité, quoi. Enfin, c'est une contradiction qui est consubstantielle de notre statut de petit humain, quoi. C'est-à-dire que on cherche en permanence à dépasser notre condition, et ce faisant, on ne fait que se rappeler les limites de notre condition. Et où je crois pas qu'il faille chercher à résoudre ça. Enfin, si on cherche à résoudre ça, on est dans le mauvais problème. C'est-à-dire que ça, c'est consubstantiel du fait d'être humain. On peut vouloir ne plus être humain. Hein. Il y en a qui le prétendent. Hein. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, on est humain, on courra toujours derrière les technologies. On fera toujours des conneries, parce qu'on est tous des petits Prométhées. Et même toi et moi, quoi. On ne fait que se créer des problèmes. On est littéralement en train de faire cramer la planète. On ne fait que se créer des problèmes. Et donc la question, c'est quel problème veut-on se créer? Question vachement plus intéressante, je trouve, quoi. Vachement plus humble, déjà. Oui, c'est clair. On est des cons, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, c'est clair. Mais quel genre de problème est-ce qu'on veut se créer? Il y a plein de solutions techniques. Il y a des solutions pas du tout techniques au réchauffement climatique. Il faut en prendre. Elles suffiront pas. Donc on va utiliser des solutions technologiques. Il serait absurde de prétendre qu'elles vont causer aucun problème, que c'est la solution ultime. Il y en a qui, hein. Et ces gens-là, faut les combattre, parce que c'est les pires. Mais donc ces solutions vont créer des problèmes. Quel genre de problèmes vont-elles créer? Quel genre de problèmes veut-on gérer à l'avenir ou pas? Et donc en fonction de ça, quelles technologies sont
pas les plus désirables, mais les moins indésirables. Oui. Je crois, j'en entends des gens qui parlent de technologie désirable. Je crois que c'est un oxymore. Oui, c'est pas mal. Ouais. Je commence à être persuadé que c'est un oxymore. C'est quelles technologies sont les moins indésirables? Avec quelle classe de problème veut-on jouer? Quel sac de nœuds est-ce qu'on a envie de démêler? Oui. Sachant qu'en plus, c'est toujours des sacs surprises. Non, mais c'est ça. Et qu'il y a des trucs que tu peux pas prévoir et que... c'est quoi? C'est les inconnus inconnus. Enfin, non, c'est... Les inconnus connus. Les inconnus connus, les inconnus... Enfin, et voilà, il y a des choses que tu peux de toute manière pas prévoir. Mais tant pis, c'est-à-dire, quel chemin tu veux ouvrir, quoi. Quelle boîte de Pandore t'as envie d'ouvrir? Pour revenir sur les mythes antiques. Putain, tout ça, c'est le big deal, en fait. La gaffe avait raison.